plaisir que nous vous retrouvons pour notre série de podcasts proposée par Millipol. Ce rendez-vous hebdomadaire vous permettra d'écouter des experts qui partageront avec vous leur point de vue, les initiatives prises pendant cette période, leurs questionnements, mais aussi leur vision du futur. Vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce projet de podcast et nous vous en remercions. Nous sommes ravis d'accueillir pour ce premier podcast M. Stéphane Voland, président du CDSE, Club des directeurs de sécurité et de sûreté des entreprises. Bonjour et bienvenue, Monsieur Voland. Nous allons commencer avec la première question. Comment le CDSE a-t-il réadapté son fonctionnement pendant cette période de confinement et quel rôle a-t-il pu jouer auprès des entreprises? Bonjour Anne Frécinet, bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, il a fallu qu'on se réoriente aussi rapidement que les entreprises avaient besoin de se réorienter elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il a fallu accompagner nos directeurs de la sécurité et de la sûreté, qui souvent ont été désignés dès les premières minutes de la crise comme directeurs des salles de crise de leurs entreprises, dont vous vous souvenez qu'au CDSE, elles sont les 150 plus grosses entreprises du pays, pour faire court. Et donc, il a fallu que nous aussi, nous soyons en appui de ces directeurs et que nous ouvrions assez rapidement ce que nous avons appelé une espèce de salle de crise virtuelle pour que les uns, les unes et les autres puissent se retrouver de façon conviviale et sécurisée autour de cette salle de crise, de ce salon numérique, pour échanger les bonnes pratiques, échanger les bonnes adresses, partager les bons réflexes, les premiers réflexes à faire au moment de l'ouverture de la salle de crise. Et en même temps que nous faisions ça, il a fallu que les équipes permanentes du CDSE et mes collègues membres du conseil d'administration se repluguent de façon très rapide et très efficace avec leurs interlocuteurs extérieurs, interlocuteurs de l'État, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Économie, à la préfecture de police de Paris, j'en passe évidemment, de telle sorte qu'en même temps que nos directeurs échangeaient sur ce salon et cette salle de crise virtuelle organisée par le CDSE, les partenaires de l'État, avec lesquels nous avons des relations extrêmement confiantes et presque en connivence ces dernières semaines, puissent eux aussi participer en shadow, en off, à répondre à toutes les questions qui leur étaient posées dans ce salon et à prendre leur part aussi des interrogations et des propositions que leur faisaient. Certaines d'entre elles, mais elles sont couvertes évidemment par le secret de la défense nationale, ont fait l'objet de vraies reprises très concrètes par certains très hauts personnages de l'État en disant finalement, via le CDSE, on n'avait pas pensé à ce truc-là, mais il faut qu'on le prenne en compte. Ou via le CDSE, on n'imaginait pas que c'était une préoccupation, mais c'en est devenu une, donc allons-y. Et ça a été vraiment formidable parce que dans le même temps, évidemment, que l'État prenait à son compte un certain nombre de préoccupations des directeurs, les directeurs partageaient en direct un certain nombre d'évolutions du droit ou des pratiques ou des informations qu'ils pouvaient obtenir comme ça directement, mais via le CDSE, de la part de nos interlocuteurs de l'État. C'était un beau travail gagnant-gagnant qui n'est pas terminé du reste. Alors, vous souhaitiez justement revenir sur des initiatives qui ont très bien fonctionné pendant cette période. Vous avez peut-être quelques exemples ou quelques... Ouais, à nous donner. j'ai des exemples très concrets. Par exemple, très vite, il a fallu monter ce salon virtuel et nous avons un partenariat privilégié avec Thales et une application souveraine, j'y reviendrai, qui s'appelle Citadel. Et c'est vrai que via Citadel, les échanges ont pu être conviviaux puisque frappés à la fois de la convivialité, les directeurs du CDSE s'y sont retrouvés, et en plus, contrairement à d'autres applications, on ne mettait pas en copie de nos échanges soit Pékin, soit Washington. Donc ça, c'était vraiment bien. On a eu aussi, toujours via Citadel, une conférence en ligne avec un médecin français qui était à Wuhan et qui nous a apporté très rapidement un éclairage en direct made in Wuhan qui a été bon de prendre en compte. Et puis, nous avons édité un petit livrable sur la reprise d'activité parce que ce qui a été tout à fait passionnant, c'est le travail qui a continué de se faire. J'allais dire, dans nos entreprises, on dit pendant la crise, la vente continue, ce qui n'est pas complètement vrai pour toutes les entreprises, mais en tout cas, au CDSE, les activités continuaient, et donc de façon numérique et par téléphone, un certain nombre de nos commissions ont continué de fonctionner. Je pense notamment évidemment à la commission de gestion de crise animée par Jean-Yves Auger de Renault, le patron de la sûreté de Renault, et qui a édité assez rapidement un petit livrable sur la reprise d'activité, parce que si pendant la crise la vente continue, il va falloir qu'on imagine pendant la crise et
quasiment même au début de cette crise, comment les ventes pourront reprendre, comment les fabrications pourront reprendre, qu'est-ce qui va changer demain dans l'après-crise. Et l'après-crise pour les directeurs de la sûreté, ça a commencé dès l'ouverture de la crise. Et de ce point de vue-là, ce livrable sur la reprise d'activité est vraiment un truc très utile qu'on partage en ce moment sur le net et qu'on vous fera passer, chère Anne Fressinel, cas échéant, si vous Volontiers. voulez. C'est un Tout document à fait. utile. Merci beaucoup, volontiers. Et en parallèle ou en miroir, vous souhaitiez également évoquer ce qui a moins bien marché pendant cette période. Oui, bah évidemment, on ne va pas toujours se lancer des fleurs. Il y a aussi des choses qui ont mis du mal à démarrer. J'ai trouvé que, par exemple, nos relations avec l'État, si elles ont été conviviales immédiatement, ont eu un peu de mal à enclencher dans la réalité de la crise. Et si aujourd'hui ou assez rapidement le pli a été pris et la vitesse de décision a été assez claire, on a tracé des perspectives concrètes assez rapidement, dans un premier temps, l'État a été surpris par la crise. Il avait oublié de penser à l'impensable, ce qui est quand même le rôle des directeurs de crise. Et donc, il y a eu des tâtonnements dans les premiers jours. Ça, ça a été un peu notre préoccupation tout au début de la crise. Et puis, il y a un vrai coup de gueule à passer. Nous l'avons passé au sein de la filière des industries de sécurité. Nous le partageons avec nos partenaires d'Exatrust. C'est qu'aujourd'hui, pour de vrai, il n'y a pas d'outil numérique souverain qui soit capable très rapidement et de façon très efficace et de façon compétitive avec d'autres outils édités par d'autres pays pour nous permettre d'échanger des documents, de parler entre nous, de se voir en visio, de stocker des documents. Et là, notre pays a infiniment de retard. Il a été biffé ce retard pendant la crise. Il va falloir le rattraper dans les jours qui viennent. Il y aura des initiatives et des propositions de la filière des industries de sécurité. Nous ferons nous-mêmes des propositions au CDSE. Mais en tout cas, on ne va pas résoudre on ne va pas réaborder les autres crises, car la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en aura d'autres, avec les mêmes modes de pensée et les mêmes outils que ceux avec lesquels nous avons abordé la crise actuelle. Et ces outils-là, on devra les changer. Il faut qu'on pense au Made in France en matière de numérique et donc aux solutions dites souveraines ou dites de confiance. Il faut que ces solutions soient économiquement compétitives par rapport aux autres. Il faut qu'elles soient aussi conviviales que certaines applis que nos enfants eux-mêmes utilisent, car il ne faut pas être ingénieur sorti de Polytechnique pour les utiliser. Et puis, il faut qu'elles offrent les mêmes types de fonctionnalités que des offres déjà sur le marché. C'est un vaste souci, c'est un vrai souci et c'est un vaste projet. Un de ceux qui réfléchissent sur la crise a dit le prochain virus sera un virus numérique, un virus informatique. Je le paraphrase et je reprends cette alerte à mon compte volontiers. Il y a là quelque chose qui n'a pas bien fonctionné pendant cette crise et qu'il ne faudra pas retrouver dans quelques semaines si nous avons à nouveau besoin de nous reconfiner ou si tout simplement parce que l'activité économique a repris un cours normal, mais un peu différemment parce que les gens vont prendre goût au télétravail, nous sommes obligés d'utiliser davantage un certain nombre d'applis qui, dès lors, devront être, sans être cocardiers, souveraines, économiquement raisonnables et ergonomiquement faciles d'utilisation. Très bien, merci. Et du coup, enfin, une dernière question, mais qui vient dans la continuité de celle-là, puisque ce que vous venez de citer doit en faire partie. Quelles sont vos inquiétudes et questionnements sur cette sortie de crise en cours? Personne ne sait comment sera le monde d'après. Et c'est vrai que depuis la première pandémie analysée, celle de Justinien, il y a plus de 2000 ans, à chaque fois qu'il y a eu des pandémies, que ce soit les corps sociaux ou les dirigeants, se sont dit tiens, je vais profiter de l'après-crise pour changer un peu ce qui n'allait pas avant. Et malheureusement, depuis 2000 ans, on s'aperçoit que les après-crises, les mondes d'après ressemblent assez au monde d'avant, au moins immédiatement, car la gestion, l'après-crise est une mèche lente qui peut délivrer de jolis changements, mais dans le temps. En tout cas, de façon assez rapide. Il va falloir évidemment retrouver de la souveraineté dans un certain nombre d'outils. Je viens de le dire. Mais il faudra également probablement penser à la relocalisation
d'un certain nombre de circuits d'approvisionnement, en ayant toujours le souci du bilan économique de cette relocalisation, parce que fabriquer en Chine, paradoxalement, coûte infiniment moins cher que fabriquer en France. Alors, comment allons-nous adapter nos circuits de d'approvisionnement et nos circuits de fabrication en France? Je ne sais pas. Il y a peut-être un mix, je vois, avec nos collègues sénégalais et ivoiriens. On pourrait peut-être s'arrêter en Afrique pour relocaliser un certain nombre de productions. Entre la Chine et l'Europe, il y a l'Afrique, par exemple. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde. Et puis au CDSE, pardon d'être un peu ethnocentré, il va falloir tirer les leçons de l'exceptionnelle réactivité et professionnalisme des directeurs de crise. L'immense majorité d'entre eux proviennent des directeurs de la sûreté ou de la sécurité. On avait un peu oublié que ces personnages étaient importants parce que, un peu comme le violon, la crise exige une pratique régulière, mais cette pratique régulière, l'exercice de crise, se fait en catimini et souvent loin des décideurs. Donc on ne voyait pas bien à quoi toujours servait le directeur de la sécurité. Là, pour le coup, les grands patrons nous l'ont fait savoir, ils ont été indispensables. Il est donc clair qu'investir dans une direction de la sécurité est un investissement à la rentabilité avérée. Et donc, il va falloir qu'on continue de marteler que au sein des organisations et au top niveau d'entre elles, que ce soit dans les comités de direction générale ou dans les COMEX, le directeur de la sécurité et de la sûreté doit parfois prendre la voix au chapitre et que ces avis ne sont pas simplement consultatifs, mais qu'ils doivent être rendus de façon formelle et s'imposer parfois à des raisonnements qui sont un peu déconnectés de la réalité quand justement ils ne réfléchissent pas à l'impensable. Et l'impensable, c'est souvent le rôle des directeurs de la sûreté que d'essayer de l'anticiper et non pas simplement pour l'éviter, car on ne peut pas toujours le faire, c'est le cas d'une pandémie, mais en tout cas pour le résoudre et le traiter le plus efficacement possible et être un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on traite la crise, on traite de l'après-crise. Ça a été le job des directeurs pendant 2 mois, ça le sera encore dans les années qui viennent. Et ça, c'est un truc très, très, très important sur lequel il va falloir qu'on continue de s'appuyer en France, car il y a là un savoir-faire français. On le partageait avec nos homologues américains il y a encore quelques heures. Il y a là une façon de regarder les choses, une intégration dans les circuits de décision publique qui mérite d'être perfectionnée. Et en tout cas, les adhérents du CDSE seront à ce rendez-vous sur l'objectif dans les heures qui viennent, comme il l'était dans les jours passés, et dans les années qui viennent, ça j'en suis certain. Très bien, un grand merci vraiment Monsieur Voland pour votre témoignage. Notre séquence d'aujourd'hui est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site web Milipol Paris, www.milipol.com, dont la prochaine édition se tiendra du 19 au 22 octobre 2021. Et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast et en attendant, portez-vous bien.